À la page 24 du chapitre 33 de mes notes de cours, on va maintenant résoudre une situation, toujours dans la section 2.3 de Séguin, qui implique maintenant trois particules. La situation 3, qui s'intitule « Une particule alpha passe entre deux protons fixes ». Donc, pour prendre connaissance de la situation complète, je vous invite à lire Séguin à la page 162. Après une première lecture, on va identifier nos données. Comme mentionné préalablement, on a trois particules. Il y en a deux que c'est des protons, les deux premières qu'on nous parle. Donc, c'est Q1, Q2 qui valent plus E. C'est des charges de protons tout simplement. Évidemment, ça veut dire que c'est des masses de protons. Et les deux sont localisés à x égale 0. Mais il y en a une qui est à plus 2 mètres en Y, puis une à moins 2 mètres en Y. Donc, positionnement XY, c'est sûr que je vais avoir un système d'axe XY. Ma première particule qui est ici, ma deuxième qui est ici. Rigoureusement parlant, je devrais également écrire M1 et M2. On va faire cette petite simplification-là de lourdeur sur le dessin. Évidemment, une charge, c'est toujours en même temps une masse. Et on nous dit maintenant qu'on va lancer une troisième particule, une particule alpha. Donc Q3, c'est une 2E, l'équivalent d'une alpha. M3, c'est une 4 fois masse de protons, la masse d'une alpha. Et on la lance à partir de X est égal à 4 mètres et Y 0. Donc elle est localisée ici. Et on la lance avec une vitesse initiale de 0,5 mètres seconde. Selon l'axe J négatif qui nous dit moins 0,5 J, pour moi ça veut dire vers l'arrière par rapport à l'axe des X. Comme question, on nous demande quelle va être la vitesse de cette particule-là lorsqu'elle va passer en face de l'origine, donc lorsqu'elle va être rendue en position 0, 0, quelle est sa vitesse finale? Position qui est ici. Et j'ai mis avec un vecteur vitesse plus petit, évidemment c'est une plus lancée vers 2 plus, ils vont essayer de la repousser puis ils vont la ralentir. Mon point d'interrogation, une vitesse, je ne peux pas passer par la cinématique de type MRUA parce que je n'ai pas une accélération constante. Seule solution, passer par conservation de l'énergie. Forme delta. Donc delta E est égal au travail des forces non conservatives qui vont être égales à 0 dans ce problème-là. Delta E, c'est toutes mes variations. Delta K, UG, UR, UE. Évidemment, UG, UR vont être encore égal à 0. Delta K se calcule une demi-m vitesse finale moins vitesse initiale. Delta UE, maintenant, variation d'énergie cinétique. J'ai un système de trois particules. Donc, je pourrais l'étudier comme étant la variation qu'il existe pour ces différentes combinaisons-là de particules. Donc, delta U 1,2, delta U 1,3 et delta U 2,3. C'est notre sommation, là, en prenant toujours les combinaisons de chiffres une seule fois. Le plus petit chiffre toujours écrit en premier, c'est juste une standardisation là, qui a été faite. Prochaine ligne, je commence à analyser ma situation. Évidemment, Q1 n'a pas de variation d'énergie cinétique, Q2 n'a pas de variation d'énergie cinétique, donc la seule qui a une variation d'énergie cinétique, c'est Q3, donc 1 demi M3, vitesse 3 finale au carré, moins vitesse 3 initiale au carré. Delta UE 1,2, la variation d'énergie électrique associée à ces deux particules-là, s'ils ne bougent pas, ils vont avoir la même énergie au début et à la fin, donc c'est un delta UE égal à 0. Et là, je vais avoir le delta UE 1,3, donc K, Q1, Q3, multiplié par la soustraction des inverses des distances. Delta U 2,3, c'est K, Q2, Q3, et la soustraction des inverses des distances est égale à 0. Une étape de plus, là, M3, c'est la masse de la particule alpha, donc c'est la 4MP. Vitesse 3 finale moins initiale ne change pas, plus le K, Q1, Q3, je peux commencer à les remplacer par le valeur, ça va mettre des termes constants. Donc on a A fois 2E, pas A, E fois 2E, plus mon R final 1,3. R final 1,3, je peux l'appeler ici R final, puis ça va être le même pour 2,3. Donc c'est pour ça que j'enlève les indices, ça m'en fait moins à traîner. R2,3 initial, évidemment, c'était le même. C'est l'initial que je viens de montrer. Le final, il était ici, évidemment. Entre la particule 3 et la première, la particule 3 et la deuxième. Donc, ça, c'est mes distances finales que j'ai à cet endroit-là. Ce sont les mêmes des deux côtés. Puis, la distance initiale était également les mêmes de chaque côté, étant donné qu'il y a une certaine symétrie. Ça me permet d'enlever des indices.
Puis je vais avoir de l'autre côté K, Q2 c'est aussi une E, Q3 c'est encore la 2E, puis même chose, j'enlève les indices, ça fait apparaître beaucoup de termes qui peuvent être mis en évidence. Je continue le traitement mathématique. Je vais sortir un 2 de l'équation. Ben, pas tant que je sorte un 2, mais c'est 4 fois 1/2. Fait que ça me donne le 2 que là, MP. Mes vitesses encore sont encore là. Puis dans les deux autres termes, ben, il y a beaucoup de choses qui étaient constants au 2. J'ai KA 2E. Encore là, ici, j'ai KA 2E. Donc, ça me fait de ce côté-là 2 KE carré, 2 KE carré. Donc, ça fait 4 KE carré. R final moins R initial. Grosse mathématique à faire pour isoler le terme que je cherche, vitesse finale. Évidemment, ben, faut que j'envoie ce terme-là de l'autre côté. Il va falloir que je divise par 2, que je divise par MP. Donc, on voit que le 4 est devenu un 2 puisqu'il est divisé par 2. Le MP est venu diviser, KE carré. Mes rapports ici. Puis, il restait quand même le terme V3 initial au carré qui était négatif, qui est rendu positif de l'autre bord. Vous pouvez vérifier, mais je n'ai pas fait d'erreur. Le traitement mathématique me donne ça. Et évidemment, ben, je ne peux pas le calculer parce que je n'ai pas de valeur de R initial, sinon il serait calculable. Puis je n'ai pas de valeur de R final non plus. Ce qui est... je peux les déduire. Le R final est facile à déduire sur le dessin. C'est la valeur... dans les deux cas, ici, c'est la valeur de Y qui vaut plus 2, puis ici, c'est la valeur de Y qui vaut moins 2, mais évidemment, il n'y a pas de signe, c'est une distance, le R. Donc, dans les deux cas, il vaut 2. C'est ce que j'ai marqué ici, là, que le R final était égal en valeur absolue aux deux valeurs de Y, qui étaient égales à 2 mètres. Puis l'autre, le R initial, ben là, je vais faire un triangle. Et le R initial, c'est l'hypoténuse de ce triangle-là. Donc, par le théorème de Pythagore, C carré est égal à A carré plus B carré. Ben, mon R initial au carré est égal à un côté du triangle, qui est la valeur de x3, plus l'autre côté du triangle, qui est soit que je prends le triangle d'en haut ou le triangle d'en bas. Donc, on va prendre celui-là ou je peux prendre R final. Je me trouve à prendre les deux triangles en pensant ça en termes de R final. Je prends la racine. Et si je veux mettre des chiffres, ça va même être possible, parce que le R final, c'est Y1. Donc, quelqu'un qui veut se rendre jusqu'à des chiffres peut calculer. Puis, ce qui veut dire que le problème est résolu, là, que je suis capable d'avoir des valeurs tout partout. Un maniaque qui veut garder des symboles, ben, il peut tout exprimer en termes de Y1, comme je l'ai fait ici, c'est-à-dire de mettre après ça la troisième et la deuxième dans la première. Donc mathématiquement, s'il garde ses symboles jusqu'à la fin, ça donne ça. Si on met nos chiffres dedans, on va arriver à la bonne réponse, ou on aurait pu le faire avec les calculs intermédiaires. À la page 25 du chapitre 33 de mes notes de cours, je résous, du moins en partie, à nouveau la situation 3, en prenant un chemin légèrement différent. Donc, je vous montre ça à l'instant. C'est-à-dire que c'est une solution alternative pour un problème qu'on vient de déjà fait. Donc, évidemment, les données, c'est exactement la même chose. Le dessin est identique. Le début de la stratégie est le même. C'est la conservation, le principe de conservation de l'énergie, donc la forme delta. Le début de delta K, delta UG, delta UR est pareil. C'est quand j'arrive au delta UE que je vais choisir de prendre un chemin légèrement différent. Pour ce faire, on va aller dans le résumé du chapitre 33, première page, principe de conservation de l'énergie, forme finale initiale, c'est pas elle que j'utilise, c'est plus la forme delta. Jusqu'à maintenant, on les avait toujours à peu près résolus, nos problèmes, en prenant la première possibilité, là, 2 particules chargées. Puis on a fait notre situation 3 en prenant justement cette stratégie-là. Mais il est possible aussi de dire que c'est une particule qui évolue dans une variation de potentiel électrique créée par d'autres particules. Donc ici, c'est la Q3 qui est en déplacement et qu'elle va être soumise à une variation de potentiel puisqu'elle se déplace dans l'espace. Ce delta V-là va être créé par les deux autres particules. Donc, je vais utiliser cette stratégie-là. Je ramène ça dans ma solution. C'est ce que j'ai ici. Donc, je vais utiliser K fois delta V, comme on vient de le voir dans le formulaire. Ici, ben, au départ, ça reste quand même similaire cette partie-là de la solution, comme tout à l'heure. C'est plus au niveau du Q fois delta V, mais je vous rappelle que c'est la Q3
en déplacement qui va subir une variation de potentiel électrique. Donc ici, c'est Q3 tout simplement. Puis c'est le delta V qui va être créé par les deux autres charges. L'étape subséquente, j'ai probablement remplacé Q3 par 2E et j'ai toujours mon delta V. Et maintenant, je vais faire des mathématiques, isoler la vitesse finale dans ça. Donc si on traite bien nos affaires, si je n'ai pas fait d'erreur, vous pouvez me vérifier. Ça me donne l'isolation que j'ai là. Puis quand je remplace, il reste que j'ai quand même un inconnu. Là, le delta V n'est pas connu. Delta V, on l'a vu, une variation de potentiel, c'est V final moins V initial. Et dans ce cas-ci, le V final est créé. Il y en a deux V final parce qu'il y a deux autres particules qui créent du potentiel. Donc j'ai V final 1 puis V final 2 qui représentent mon V final, moins le V initial, aussi, c'est une combinaison de deux potentiels, principe de superposition des potentiels qu'on applique ici. J'aurais dû le mettre en jaune également puis le mentionner, mais c'est le principe de superposition que je fais ici. Et le V initial, c'est une superposition de deux potentiels, celui-là créé par 1, celui-là créé par 2. Ces potentiels-là, ces quatre potentiels-là vont se calculer avec la formule qui permet de calculer le potentiel créé par une charge. Donc, il me reste à calculer ces quatre potentiels-là, mais il y en a qui vont avoir la même valeur parce que le V final 1, étant donné qu'on a le même K, le même Q pour Q1 puis Q2, puis là, on est à la même distance, le V final 1 puis V final 2 vont me donner les mêmes valeurs. K, le Q, c'est E dans les deux cas, puis le R, c'est le R final. Et ici, le calcul comme tout à l'heure, le R final, il correspond à Y1 si on veut. Le potentiel initial puis le potentiel initial 1 puis le potentiel initial 2 vont être égaux aussi, évidemment, parce qu'on a la même distance, le même R initial dans les deux cas. Dans les deux cas. Je ne parle pas du cas là, mais dans les deux situations, dans les deux, pour le V1 puis le V2, on a le même R initial. C'est K fois E, puis le R initial, c'est notre théorème de Pythagore, comme tout à l'heure. C'est sûr qu'en bout de ligne, on va tomber sur la même équation, c'est certain. C'est deux chemins différents, mais qui vont nous amener au même point. Évidemment, ici, je n'ai pas recalculé, je n'ai pas réexpliqué pourquoi je remplace par ça, puis pourquoi je remplace par ça. Ça provient, c'est déjà expliqué dans la façon de faire précédente. Okay. Il me reste des mathématiques à faire, à mettre la troisième dans la deuxième. Donc, les calculs-là, je les mets ici, puis celui-là, je le mets en haut ici. Si tu retravailles ça mathématiquement, tu vas retomber après deux manipulations exactement à la même forme que tout à l'heure. Évidemment, si on a la même forme, la suite va demeurer la même. Donc là, ça, c'est des grosses mathématiques. Ce qui m'intéresse plus, c'est de voir que j'aurais pu prendre un chemin physique légèrement différent. C'est intéressant de remarquer que ce deuxième chemin-là, c'est celui-là qui est proposé par Séguin comme étant plus simple que l'autre. Ça dépend toujours de notre compréhension. Personnellement, intuitivement, j'ai pris celui-là qui est présenté à la page précédente. Donc, à vous de me dire lequel est le plus simple entre les deux. Le plus simple étant souvent celui-là qu'on comprend, évidemment. Donc, moi, je préfère l'autre. À la page 26, c'est les calculs intermédiaires, parce que quand on suivait le chemin de Séguin calculait ces différents potentiels-là. Donc, le potentiel final donnait combien, puis là, il les additionnait. Le potentiel initial, c'est les formules qu'on a à la page précédente, donnait combien en termes de chiffres, puis là, il les additionnait. Le delta V donnait combien, etc. Fait qu'il faisait tous ces calculs intermédiaires, évidemment, pour arriver à la même réponse.